Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui est un peu mal documenté parce que récent. Un sujet sur lequel du coup il y a beaucoup de passion. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, mais au final, je pense que les intérêts sont mal compris et que les problématiques ont, comme tous les, à cause du biais négatif, tout ce qui est un peu, qui a l'air dangereux et amplifié par notre cerveau. Je veux parler des jeux vidéo. Je sais que dans ceux qui regardent mes vidéos, il y a des fans de jeux vidéo. Il y a aussi, je pense, des gens qui ont cliqué parce que je fais des vidéos sur la permaculture ou des trucs comme ça, qui sont pas forcément sensibles et qui du coup ont une vision peut-être très différente. Donc dans ce cas-là, il y a un côté peut-être pédagogique, mais moi surtout ce que je veux, c'est échanger avec des personnes, tu vois, sur les bienfaits et les dangers du jeu vidéo. Je sais que c'est très euh, euh, manichéen, mais bon, peu importe. Je pense que chacun peut décider ensuite ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Moi, je pense à... J'ai commencé peut-être par les dangers, comme ça fait accroche un peu dramatique. Pour moi, le premier danger du jeu vidéo, c'est bien sûr l'addiction, c'est-à-dire le fait euh, qu'on commence à organiser sa vie autour. C'est-à-dire que ça crée une sorte d'habitude, besoin, comme énormément d'autres choses. C'est pas du tout ça la question en fait, parce que je pense que la question de l'addiction et du temps qu'on peut passer à faire des choses, euh, elle est ancrée en nous en fait. Enfin, tout peut devenir addictif. En fait, on veut juste faire passer le temps plus vite, donc tout ce qui est bon et aussi nous sort de notre condition présente, qui peut être effrayante parce qu'elle n'est pas si dorée et belle que ce qu'on nous raconte ou ce qu'on imagine. Elle est très normale. Et donc je pense qu'il y a un côté peut-être voilà, où on peut, je dirais pas perdre des choses de vie, parce qu'au final on vit en jouant, on vit en faisant n'importe quelle activité, même du sport, même euh, voilà, n'importe quoi, de la cuisine, j'en sais rien. On vit et c'est pas grave de passer du temps, de dédier du temps à quelque chose qui est peut-être dommage, je dis pas dangereux, c'est que peut-être on fait les choses voilà, par habitude, parce qu'on en a besoin et pas parce qu'on les aime. C'est très différent en fait. Et je pense que du coup, on peut passer un peu à côté de notre nature. Euh, en fait, en étant toujours capté par autre chose. Et Jodorowsky, dans son livre Psychomagie, où je sais plus le titre précis, enfin c'est plutôt un interview de lui, euh, dit que les livres et les jeux, voilà, c'est très bien, les films, c'est très bien pour susciter son imagination, mais euh, au fond, on ne fait voir que l'imagination des autres. Et du coup, on ne trouve pas ce qu'on aime, euh, notre nature, voilà, c'est ça, c'est juste ça, ce pourquoi on, ce qu'on est fait pour apprécier, ce qu'on est fait pour réaliser, parce que je pense que on veut réaliser les choses qui nous réalisent. Et du coup, je pense que dès lors qu'on tombe dans l'addiction, on passe complètement à côté de ça, dans la mesure où en fait on n'est plus branché à nos émotions, mais on vit euh, les stimulus que nous renvoie l'imagination des autres. Le deuxième danger, c'est, j'y ai pensé récemment euh, en regardant le film Premier Contact. Et à un moment, il y a la chercheuse en langue qui demande, enfin, je sais plus quoi, elle entend que les Chinois ou les Russes, comme ça, euh, ils parlent aux extraterrestres en utilisant les briques du Mahjong. J'ai jamais joué au Mahjong non plus, donc je peux pas. Elle parle aussi des échecs. Et elle dit si notre langage, c'est uniquement
dans un paradigme, c'est-à-dire une situation et une réflexion d'opposition. C'est-à-dire que dans, dans un jeu d'échecs, dans la plupart des jeux de société, des jeux vidéo, pas la plupart, excuse-moi, dans un certain nombre, le but du jeu, c'est de gagner et de faire perdre l'ennemi, voire même de... Voilà, bon, on va juste dire perdre. Dramatisons pas non plus avec des termes contextuels liés au jeu. Simplement, c'est une relation où il doit y avoir un gagnant et un perdant. Et donc, dès lors que tout ton langage s'exprime dans cette opposition et la volonté de créer une sorte de hiérarchisation de force ou d'autres attributs, ça peut amplifier, je pense, ce caractère qui est déjà présent en nous, mais l'amplifier dans le reste de nos activités qui ne sont pas les jeux vidéo. C'est-à-dire que tu vas forcément voir comment dire, l'humanité comme une sorte de classement avec des scores et des points de réussite. Et que du coup, tu peux dire que telle personne, elle est plus importante ou plus... bon, bref, distinguable qu'une autre. Ce qui peut être peut-être le cas, mais je pense aussi qu'il y a plein de choses qui nous échappent et que un classement numérique, un classement de victoire-défaite, c'est pas forcément la bonne lecture pour réussir dans la vie en fait. Réussir comme vie, comme la vie, en étant la vie. C'est vrai que dans la nature, il y a de l'opposition, il y a des prédateurs, il y a des proies, il y a des choses qui se font manger et des choses qui mangent et qui se font à leur tour manger. Mais globalement, c'est quand même une grande interrelation qui ne peut pas accepter l'opposition permanente, qui ne pense pas même en termes d'opposition, mais plutôt de disponibilité de ressources et également d'échanges, si possible, sans nuire à son partenaire d'échange. Effectivement, il y a la prédation, mais il y a également énormément d'autres types de relations, plus, moins neutres, entre les deux interacteurs, c'est-à-dire, voilà, il y a proie qui perd à l'échange et le prédateur qui gagne à l'échange. Mais il y a sans doute même beaucoup plus d'espèces qui se basent plutôt sur la synergie, on va dire, pour accéder à encore plus de ressources. Et là, je regarde par la fenêtre et je pense un très bon exemple, c'est le lierre, qui va protéger des intempéries, de certains prédateurs, qui va voilà, apporter des choses à son support, à l'arbre qui le porte. Donc l'arbre gagne à avoir du lierre sur lui, au moins d'une certaine manière. Peut-être que le lierre lui pompe aussi certains nutriments, mais bon, il gagne aussi à héberger le lierre. Et le lierre, comme ça, en se développant à la verticale, peut accéder à beaucoup plus de lumière qui pourrait s'y rester au sol parce qu'il ne peut pas se dresser lui-même comme un tronc. Ou en tout cas, il n'arrive pas à pousser comme ça. Voilà, donc je pense que un autre danger des jeux vidéo, si toutefois on joue qu'à un style de jeu où il y a de l'opposition et pas ce côté coopératif, ce côté symbiotique, ce côté neutre. En fait, si tu veux, je pense que c'est le stimuli qui l'a emporté, principalement par rapport au premier danger que j'ai exposé, qui est donc le côté où on veut créer une sorte
de sensation d'abandon qui est très addictive, de abandon de sa situation de maintenant pour vivre dans le stimuli. Et donc, il y a peu de choses comme ça qui quand même peuvent capter l'attention des humains. Et c'est vrai que dès qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup aussi de trucs un petit peu animaux, du style, voilà, se battre, survivre, ça crée tout de suite une captation de l'attention qui est très... qui fait jouer les gens, en fait, et donc qui les fait acheter des jeux. Donc ça, c'est très pragmatique. Et c'est dommage, parce qu'en fait, justement, on empêche, je pense, vraiment, des gens de s'accomplir, Alors, je dis pas qu'ils s'améliorent pas en jouant. Clairement, ça a plein de bienfaits que je vais aborder ensuite, mais simplement, c'est pas... ça vient pas de soi, donc je pense que c'est pas ce qu'il nous faut précisément. Et... je pense que je vais commencer à parler des bienfaits parce que pour contrebalancer ces deux côtés qui sont vraiment très dangereux. Non mais j'insiste parce que comment dire, c'est tous les trucs de la vie, on peut en rire tout le temps et sans aborder le fond du sujet. En revanche, ça me paraît normal de commencer par ça parce que surtout plus on est jeune et je pense plus on est perméable à ces deux aspects, c'est-à-dire que on peut vouloir s'abandonner énormément parce qu'on n'a pas la vision long terme, qu'on se rend pas compte de ce qu'on peut perdre à trop jouer, parce que je parle de ne pas se réaliser, mais simplement je pense que si on développe des comportements addictifs, ça peut même nuire à notre survie à court et moyen terme. Par exemple, si tu préfères jouer que trop jouer que travailler, trop, ça voudrait dire dans ce cas-là que t'as même plus envie de dédier du temps à payer ton loyer et à manger. Parce que je rappelle quand même que tu dois plus aller chasser et cueillir ta nourriture. Donc il faut quand même un petit peu aller rémunérer quand même la source de cette énergie qui t'arrive. Tu peux la questionner, tu peux ne pas l'aimer, tu peux proposer des choses aussi. Mais bon, il faut, je pense, voilà, juste déjà assurer ses besoins. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu prioritaire. Pas dangereux, j'abuse avec dangereux. Mais pour aller sur les bienfaits, je pense qu'il y en a plein. Et je pense que parmi ceux des gens qui regardent ces vidéos et qui jouent au jeu, je pense que vous en trouverez aussi plein d'autres. Peut-être rebondir même sur voilà, un petit peu les trucs risqués. Enfin, risqués, bref, j'en ai déjà assez parlé. Entrons dans les bienfaits. Comme ça peut poser une sorte de langage dans le sens opposition, ça peut aussi du coup ouvrir à énormément d'idées. Pour moi, le bienfait majeur du jeu, c'est d'apprendre en fait, c'est de voir, d'exposer et de faire s'ancrer de façon quasiment inconsciente, puisqu'à ce moment-là, ta conscience est complètement happée ou en partie happée par le jeu et les motifs. Tac, ils te viennent comme ça. Et à force d'être répétés par tes neurones, ils restent en fait dans ton crâne. C'est pourquoi il y en a qui disent ouais, la télé ça te manipule ou les jeux ça rend violent. C'est parce que en fait ça va t'imprimer les motifs manipulés par le jeu et que tu dois comprendre pour évoluer dans le jeu, que tu dois acquérir. Derrière ça, c'est la vision négative, mais il y a énormément et énormément plus de côté positif dans ce mode d'apprentissage. J'en parle souvent aux gens qui sont autour de moi, mais un jour, je regardais un reportage sur Arte sur les orang-outans. Et l'orang-outan, bébé, reste 5 ans avec sa maman, ce qui est beaucoup dans la nature. Les humains, bon, ils sont dans le scolaire pendant 20 ans, même 30 ans. Et pendant 5 ans,
c'est ce qu'il faut au bébé orang-outan, voilà, pour comprendre comment survivre, fonctionne la jungle et comment il peut subvenir à ses besoins. Mais le langage employé pour délivrer cette connaissance, c'est pas les mots comme nous, genre tu dois ouvrir ton manuel et on te dit la pomme est comestible. Non, j'abuse, mais dans cette histoire, moi je retiens que du coup le langage par lequel est transmis la connaissance, c'est le jeu. C'est-à-dire que l'orang-outan il joue beaucoup et la maman le fait jouer beaucoup pour qu'il imprime les, la connaissance nécessaire, minimale requise pour se démerder dans la jungle. Donc je pense que le jeu a vraiment une fonction pédagogique. Ça peut être vraiment incroyablement utile aujourd'hui. Je pense qu'on n'en exploite pas complètement euh, la potentialité. Je parle pas des jeux du style Adibou ou des trucs comme ça. Peut-être il y a des trucs plus récents. Moi récemment, en tant que développeur, j'ai travaillé sur une application gamifiée voilà, pour une formation universitaire. Et bon, je pense que le côté jeu est très mal exploité et que on pourrait faire des trucs vraiment fantastiques, mais que ce qui va manquer aujourd'hui, c'est les moyens. Les moyens, ils sont là dans les jeux à gros budget, dans lesquels il y a des beaux graphismes, il y a une expérience utilisateur qui est incroyable. Mais malheureusement, c'est pas le pédagogique qui fait trop vendre. Comme je dis, c'est plutôt le stimuli et le type de motifs qu'on cherche à manipuler dans sa tête. Par exemple, tu veux résoudre des casse-têtes, et ben tu vas jouer à des jeux de casse-tête. Bon, c'est pas un très bon exemple, mais bon, je vais te parler peut-être de moi. Je cherche à mieux planifier et je trouve que Civilisation, c'est un jeu qui me demande pas d'être ultra stimulé. Je peux jouer vraiment par intermittence et ça m'aide à élaborer ce lien de causalité, à conscientiser la loi des Pouillem, c'est-à-dire un petit truc là, plus un petit truc là, plus un petit truc là, ça peut faire un effet exponentiel. C'est pas exactement ça la loi des Pouillem, mais voici la version au carré de la loi des Pouillem. Euh, Malheureusement, tout ce qui est connaissance de base, c'est encore pas très ludique en fait. Je pense qu'il y a un grand fossé entre ce qu'il faudrait qu'on ait dans la tête, que ce soit au niveau pratique comme la cuisine, le jardinage ou des trucs comme ça. Je pense que l'interface entre vraiment l'impact concret dans voilà, dans le monde physique et ce côté ludique qui se passe dans notre esprit, euh, il est encore trop grand, mais il va tendre à se développer, alors que ce soit avec peut-être des trucs de réalité virtuelle ou augmentée, avec peut-être des sortes d'hologrammes, j'en sais rien. Enfin, on peut tout imaginer dans le futur. Je pense que le futur sera ludique. Ça c'est clair. Et donc je disais à la fois au niveau donc des connaissances pratiques, mais aussi des idées. Je pense que pour justement l'autodéfense intellectuelle, en fait le fait de ne pas se contenter d'une vision qu'on nous donne, mais de continuer perpétuellement à chercher, je pense que le jeu peut être le maître dans le sens avant les livres, la seule manière d'obtenir les motifs les plus sacrés, on va dire, c'était le bouche à oreille, enfin pas le bouche à oreille, mais la communication orale. Il fallait trouver les maîtres. Puis il y a eu la possibilité de relayer une partie de cette connaissance par le papier sans certains disent que ça puisse remplacer le maître. Moi je pense que le maître aujourd'hui c'est la totalité des médias euh, qui délivrent vraiment des onces de cette sensation, de ce sentiment de plus et aussi de sérénité, de neutralité. Et j'imagine bien des jeux comme ça qui pourraient euh, délivrer des informations philosophiques au lieu de se taper des livres écrits
je sais pas, il y a 500 ans, 300 ans, 2000 ans, une version aussi plus laïque, plus synthétique, non pas synthétique, juste plus abstraite et plus complète, plus dérivée de la totalité de la connaissance à laquelle on commence à avoir accès. Je pense que ça peut être aussi voilà, un moyen de former les humains, le jeu vidéo, hein, de jouer. Ça peut être un moyen comme ça d'améliorer l'humanité en lui délivrant des connaissances qui l'aident à s'émanciper au quotidien. Voilà, donc un bienfait du jeu vidéo, c'est qu'on peut apprendre dessus. Alors imagine, moi j'ai toujours trouvé ça pénible d'aller à l'école. Imagine si on me disait, voilà, aujourd'hui t'as le droit que de jouer 6 heures. Et t'es genre déçu parce que c'est des cours qui sont tellement bien faits. Genre t'apprends à faire des mathématiques un autre jeu auquel je joue beaucoup, peut-être j'aurais dû commencer par dire que moi-même je suis un joueur, alors j'ai beaucoup rationalisé ma consommation de jeux vidéo par rapport à justement quand j'avais pas cette vision long terme et que je voyais pas les choses que j'avais envie de réaliser de façon à côté. Aujourd'hui pour moi c'est plus un moyen de détendre ponctuellement mon esprit, après le mode focus par exemple du travail ou d'une activité humaine ou d'une activité voilà, le besoin de passer en mode défocalisé pour reposer un peu le cerveau. Je trouve que le jeu peut apporter ça. Alors il y a des jeux très intellectuels, donc ça tombe pas forcément dans cette catégorie. Voilà. Et donc un jeu qui me permet de faire des mathématiques, c'est Slay the Spire. C'est un jeu de cartes où tu dois mixer des concepts tels que les statistiques. En fait, je pense que c'est globalement des statistiques. Et puis des additions, des multiplications pour faire des combos et des résultats exponentiels. C'est très intéressant et le côté hasardeux le rend très rejouable. Donc, moi, je vois bien des jeux comme ça ou comme Pokémon servir de support à l'acquisition de connaissances mathématiques. Et je pense aussi que ça peut rendre désaddictif le jeu, parce que moi, ce qui m'a permis de rationaliser ma consommation de jeux vidéo, c'est une expérience chamanique où j'ai, au retour, j'ai joué 3 heures de suite à Heroes of the Storm. C'était il y a quand même plus de 5 ans. Et c'était une expérience vraiment fascinante, tant au début, et enfin pendant, que à la fin, avec la réalisation que j'ai eue à ce moment-là. En fait, j'ai eu 2 réalisations. La première, c'est que tout ce qui se passait devant moi, les clics, les personnages, etc., c'était que des mathématiques, c'était que des jauges, des valeurs comme ça qui augmentaient et qui diminuaient à tout moment. Et que, voilà, les personnages, les messages, les trucs comme ça, servaient que de nous informer de certaines des propriétés mathématiques et de leur changement. Et donc, ça m'a donné une fluidité dans la façon de jouer, en fait, où je voyais les jauges, la conversion de telle unité en telle unité. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est comme l'énergie, quoi. Tu vois, il y a de l'énergie thermique, il y a de l'énergie électrique, et il y a toujours des possibilités de conversion de l'une en l'autre, avec de la perte au passage. Et là, je voyais bien comme tout ce système, comme ça, il y avait des intrants, des sortants, comme en permaculture, des extrants, et ça se goupillait bien. Et c'était vraiment, j'étais en mode flow, quoi. C'était incroyable. Et toujours aujourd'hui, je pense que c'est la sensation que je recherche. C'est justement ce côté défocalisé où tu n'es plus obligé de mettre de la motivation, tu n'es plus obligé de mettre forcément une concentration dingue pour avancer. Tu es obligé au contraire, de laisser se faire les connexions. Genre, ah oui, il y a 3 points de cette ressource. Là, il y a 2 cartes de ci. Là, j'ai un quartier qui fait ça.
Et c'est... en tout cas, c'est une belle image de la vie, ça c'est sûr. C'est des beaux motifs à saisir. Mais la deuxième réalisation que j'ai eue, c'est que j'avais fait plusieurs parties, j'en avais gagné certaines et perdu d'autres, et que j'étais toujours au même score de classement. Et je me suis dit euh, que c'était pas très important en fait, cette jauge, qu'elle augmentait pas, ça devait faire 6 mois que elle augmentait peut-être très doucement, qu'il y avait beaucoup de ouais, ça y est, et en fait, non. Je me suis dit, quel intérêt est-ce que. Alors, ça m'intéresse dans le sens, voilà, c'est marrant de passer dans le mode distraction, mais je voyais pas la finalité. Et par contre, je voyais bien l'intérêt de faire l'acquisition de ces motifs, d'apprendre des choses. Voilà. Après, il y a plein d'autres bienfaits, mais je pense que la vidéo, elle est déjà assez longue. Parmi les bienfaits, je dirais que ça peut être un moyen de se connecter socialement, d'échanger avec des gens. Euh, Moi, je pense vraiment que pour garder des amis, en fait, il faut faire des choses avec eux. Parce qu'on a déjà beaucoup de temps à passer à travailler pour notre survie, notre épanouissement, à travailler pour ce qu'on croit bon, ce qu'on veut voir se matérialiser dans le monde. Ça peut être ça le jeu aussi. Et en faisant des stratégies ensemble, en s'appelant, moi j'ai passé des super moments en jouant au jeu avec des amis que je connaissais d'abord du monde matériel et puis des gens que j'ai rencontrés juste en ligne. Et voilà, c'est sympa de faire un truc ensemble, quoi. Genre, au lieu de se voir pour se voir, tu fais un truc, tu te vois réaliser ensemble, c'est ça qui est beau, c'est ça qui aussi forge les liens. Maintenant, tous les jeux sont pas comme ça, et puis des jeux où tu es en confrontation avec l'autre, justement, peut délivrer des mauvais réflexes. Moi, je connais quelqu'un dans ma vie proche comme ça, et j'ai l'impression que justement, il structure beaucoup sa vie dans la compétition, et ça crée un besoin de se justifier, t'as l'impression d'être jugé en fait, et ça peut être, enfin pour moi c'est très fatigant, parce que déjà ça me demande d'utiliser un muscle que j'utilise pas tous les jours, celui de montrer que, enfin, de montrer mes attributs de valeur comme ça pour rentrer dans une sorte de classement en parlant d'argent, en parlant de situation, de stratégie, de machin dans la vie, quoi, tu vois, la vie, enfin, c'est ce qu'on veut, voilà, donc chacun pense comme il veut. Il n'y a aucun problème avec ça, tant que justement ça commence pas à nuire avec le jeu, la vie des autres. Voilà, parmi les bienfaits, comme je dis, il y a la possibilité d'étendre l'esprit, il y a la possibilité de voir des choses belles, voilà, ça peut être de la poésie, il y a des jeux très poétiques, il y a des jeux très pédagogiques, enfin, voilà. J'attends aussi plein de pour et contre dans les commentaires parce que je suis absolument sûr que vous avez des très bons avis sur le sujet, voilà. Les jeux. C'est le futur et en même temps, le futur c'est aussi la vie dehors, quoi. La vie dans le jardin, la vie avec les gens, etc. Je pense que c'est un mix de tout en fait. Quand les jeux seront dans notre vie, quand tu verras vraiment des Pokémon comme ça qui courront à ta fenêtre parce qu'il y a des hologrammes, ils seront autonomes, il y aura une sorte d'intelligence artificielle, ils s'adapteront, ils iront dans le terrain vague, dans la forêt, machin, ça sera vraiment très interactif. Tu pourras les débrancher, les activer. Tu pourrais avoir une sorte de. Au lieu d'avoir des robots vraiment physiques, tu peux déjà avoir une sorte d'IA comme ça qui te fait l'agenda, qui te fait une interface, qui peut prendre la forme d'un elfe ou d'un gnome ou d'une petite fée qui peut t'afficher des pop-up à des endroits. Tu peux avoir sur un bâtiment historique une bulle d'information qui te met des liens, qui te met un jeu, qui te met, tu vois, ça peut être incroyable. Mais bon, c'est comme tout en fait. Le truc, c'est que quand on prendra nos responsabilités de se dire qu'est-ce qu'on veut apprendre,
en fait, c'est une question de se respecter soi-même, c'est-à-dire est-ce que tu veux être juste la poubelle des stimuli qui t'arrivent, c'est-à-dire on balance des trucs comme ça, médiocres, certaines séries de films, certaines séries, voilà, séries de séries, de livres, de n'importe quoi, ont juste pour vocation à distraire, mais glissent au passage des motifs qui t'aident pas à t'émanciper, qui te font rester à un niveau, pas en dessous, mais un peu bon, de stupéfaction en tout cas. Le but, c'est d'être soi-même, hein, c'est pas on peut apprendre des autres, mais c'est pas de matérialiser leur vision du monde, et donc attention aux motifs qu'on met dans notre tête, je pense que c'est ça la responsabilité, et à partir du moment où on comprend ça, on cherche pas forcément les jeux les plus clinquants, pas forcément les vêtements les plus beaux, pas forcément la plus belle maison, mais ceux des jeux qui nous apportent les motifs qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie de se fixer dans la tête. Comme tu vas lire des livres de science-fiction pour imaginer le futur, des livres de spiritualité pour avoir des idées transcendantes. Voilà, c'est la même chose pour les jeux en fait. Si tu veux devenir une bonne machine à tirer sur les gens, tu peux le faire dans des jeux. Mais quel est le projet derrière? Je reprends cette citation, quel est le projet? C'est vrai, tu vois, c'est vraiment une question à se poser dans même ces activités de divertissement, parce qu'elles sont pas anodines. Quand tu regardes la télé, tu prends les pubs, tu prends les patterns. Et pareil, un truc vraiment perturbant qui m'est arrivé récemment entre LinkedIn et Arte. Sur Arte, les informations disaient nouvel échec pour Elon Musk, sa fusée explose. Sur LinkedIn, bravo Elon Musk, il a réussi à poser sa fusée. Bon ok, elle a pété au bout de 7 minutes, mais elle a réussi à revenir de l'espace et se poser. Donc d'un côté, c'est un échec, c'est un clown qui fait des trucs, et de l'autre, c'est un héros, un mec visionnaire. Voilà. D'où l'intérêt de chercher partout, et aussi de ne pas jouer tout le temps au même jeu. En tout cas, bien se questionner, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que ça suscite chez moi? Tu verras que tu peux relâcher, te détendre, te distraire, être en mode flow, et en même temps sélectionner les motifs qui t'intéressent. Voilà, donc sois responsable et puis sponsorise les jeux, les créateurs, de tout ce qui rentre dans ta tête, mais auquel tu crois et auquel pas forcément tu crois, mais si auquel tu crois, mais en cherchant pas à ce que ça colle forcément à ta vision des choses. Je pense qu'il faut aussi être curieux et voilà.